Salut à tous, bienvenue. Si vous vous intéressez au sujet, on va dire, existentiel, on va dire ça comme ça, mais pas que. Si vous vous intéressez à la psychanalyse, à la psychologie, à la philosophie, aux questions identitaires, eh bien, restez avec nous. Vous allez adorer cette association que vous connaissez déjà peut-être, qui s'appelle Chibolette. Nous avons le plaisir d'accueillir son président fondateur, Michel Gad-Volkovitch. Eh bien, voilà, restez avec nous. On démarre. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Michel Gad-Volkovitch, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy, merci beaucoup de me recevoir. Moi, je suis ravie, honorée de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Donc, nous allons parler de Chibolette, une association qui a été créée il y a 10 ans en France. Alors, je précise quand même, c'est Chibolette Actualité de Freud. J'y tiens beaucoup. Ah oui. Non pas qu'il n'y ait que des psychanalystes, mais pour nous, ça a été une sorte de référence symbolique, éthique, à la méthode de Freud, à savoir l'exigence de vérité, l'exigence de rigueur, une éthique de responsabilité de pensée qui transcende un peu les idéologies et les idées reçues. Donc c'est important de le préciser. C'est très important. Donc il n'y a pas que des psychanalystes, il y a aussi, comme vous le dites, des philosophes, des juristes, des scientifiques, des artistes, des analystes des discours, des images, des idéologies et des théologiens aussi d'ailleurs. Alors, et en plus, ce qui est génial avec vous, c'est quand même que tout ce que vous faites, vos conférences, vos séminaires, vos colloques, sont ouverts à tous. Donc on peut, même si on n'est pas un grand intellectuel, mais si on est intéressé par les questions dont vous débattez, participer à ce que vous faites. Oui, écoutez, ça c'est un concept de départ très important, à savoir que effectivement les fondateurs, on est tous psychanalystes, philosophes, comme je vous l'ai dit, géopoliticiens, etc. On est tous dans nos chapelles, scientifiques, universitaires, etc. Et à un moment, on s'est dit, pour aborder les problématiques humaines, sociétales, civilisationnelles, on a besoin de se rassembler. Le monde est complexe, c'est ce que disait mon grand ami Raphaël Drey, le monde est complexe, on ne peut plus penser le monde seul, on a besoin d'un collectif et on a besoin aussi d'interroger les évidences qui nous sont balancées et que nous-mêmes on se construit forcément. On a besoin d'interroger les évidences, la bien-pensance, les stéréotypes, etc. On a besoin d'étrangériser nos langages et pour ça on a besoin effectivement d'être des gens, des auteurs, des universitaires, des intellectuels, des praticiens de toutes les disciplines, mais aussi ouverts au grand public. Ça, c'est un concept très important depuis le départ. Alors, et c'est vraiment très marqué chez vous parce que cette ouverture au grand public a aussi marqué les débuts de l'association, puisqu'en 2000, vous avez décidé de vous organiser de la sorte pour lutter contre le BDS. Absolument. Ça, c'est la préhistoire de Chibolette. Tout à fait. C'est important parce que ça en dit long sur... Je pense que ça en dit long. Avec mon ami et collègue Céline Masson et quelques autres, comme Francine Kaufmann, Éric Gozlan, on a, devant la situation de boycott et de la montée de l'antisémitisme, que vous savez bien que la plupart des intellectuels, des médias niaient déjà de façon très forte et en étaient souvent, au moins de cette façon, assez complaisants et assez complices, on a eu besoin un petit peu de réagir. D'abord, on voulait faire un colloque sur l'humour parce que ça, on s'est dit, ça nous ferait du bien parce que dans nos services hospitaliers, dans les universités, on riait pas beaucoup à ce moment-là. Et donc, on a fait ce colloque, je m'atteste, la mémoire par le rebut, qui s'est passé hommage et qui a réuni effectivement beaucoup de gens, universitaires, psychanalystes et autres, mais aussi un grand public qui avait besoin de penser, de se rassembler et de penser ensemble. Et ça a été un succès formidable qu'on a continué ensuite de façon alternative pour faire rencontrer justement, et lutter contre le boycott, comme vous dites, pour faire rencontrer les universitaires israéliens et français, de part et d'autre. Faire venir des Israéliens en France, faire venir des Français, y compris des non-juifs, y compris des gens qui au départ n'étaient pas du tout sensibilisés, voire un peu opposés à Israël, parce qu'ils disaient eux-mêmes, avec tout ce qu'on entend en France... Il n'y a pas de fumée sans feu, ça doit être vrai. Bah oui, parce que, écoutez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'est pas concerné, recherché, avec tout ce qu'il entend, tout ce qu'il lit, y compris même d'assez modéré, c'est pas possible de ne pas être anti-israélien, anti-sioniste, etc. C'est totalement impossible. Voire antisémite. Voire antisémite. Et donc, à partir du moment où ces gens, parce qu'on proposait des choses de qualité, des thèmes de qualité, avec des gens de qualité, ils se sont dit, bon, on va accepter de venir parce que le thème est intéressant. Alors, et ils nous font confiance. Vous allez vite parce que ça va vite dans votre tête apparemment aussi. On parlait du premier congrès,
en tout cas du premier colloque Schmattes, la mémoire du rebut, où tout le monde est venu, juif et non juif. Et puis, vous aviez tous les ans un colloque en France et vous avez très vite institué aussi un colloque en Israël. Voilà, alors à cette période, cette préhistoire, on a fait un autre colloque avec la même équipe qui ne s'appelait pas encore Chibolette. On a fait un colloque à Bar-Ilan et au musée d'art de Tel Aviv qui s'appelait Panim Pnim, la mémoire. Non, c'était l'exil prend-il au visage, celui-là. L'exil prend-il au visage. Prend-il au visage, d'accord. Qui a été aussi tout à fait intéressant. Et on a fait tous ensemble un dernier colloque qui s'appelait La force du nom, qui s'est déroulé en première partie hommage et en deuxième partie à l'Université de Jérusalem, qui a suscité vraiment un intérêt considérable jusqu'à mobiliser le Conseil d'État à propos des changements de nom. C'est-à-dire qu'on est un certain nombre de ma génération qui ont voulu reprendre leur nom qui avait été francisé par leurs parents souvent après la guerre, avec cette idée, vous connaissez, on veut pas que ça recommence. On veut pas que ça fasse trop juif. On veut pas que ça recommence. Non pas des gens qui niaient leur judaïsme, mais non, voilà, on ne sait jamais. Pour nos enfants, pour les protéger. Il y a une sorte de pensée magique pour les protéger. Bien sûr, on sait que ça sert strictement à rien. Ils le savaient aussi, mais ils l'ont fait quand même parce qu'on ne sait jamais. Et donc on est une série de gens qui voulions retrouver notre nom. C'était tout à fait impossible en France parce qu'il y a une jurisprudence qui l'interdisait. Et suite au colloque, ça a changé les choses. Ça a bougé les choses, en tout cas, effectivement. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant chez vous, que ce ne sont pas simplement des intellectuels qui se regroupent pour parler, mais vraiment vous essayez d'imprimer une certaine façon de penser, de donner une autre voix, voilà, à ce qui se passe dans la société française. Absolument. Et israélienne. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsque vous parlez d'antisémitisme, pour vous, le moyen d'en parler le mieux, c'est justement de parler d'autre chose que d'antisémitisme, des choses qui sont autour, ce que, par exemple, nos textes ou la pensée juive peut apporter au monde. Absolument. Alors on ne le fait pas non plus souvent directement sur la pensée juive, sur l'antisémitisme, quoi qu'on a fait évidemment. On a fait des séminaires sur l'antisémitisme, psychopathologie et anatomie de l'antisémitisme. On a fait notamment un forum qui a été très important sur l'assassinat de Sarah Halimi, qu'on a fait à Rachi, au centre Rachi, et qui a donné lieu au livre que vous connaissez certainement, Le nouvel antisémitisme en France, retour sur l'affaire Halimi, qui a donné lieu aussi au fameux manifeste qui a fait beaucoup de bruit. On ne sait pas toujours que c'est cette association-là qui se cache derrière tout ça. Voilà. Ouais, c'est bien d'en parler. Donc on a fait des trucs sur l'antisémitisme, sur le terrorisme, sur l'islamisme, sur le rôle des intellectuels en France depuis le début du XXe siècle, l'attirance de l'intelligentsia pour les idéologies totalitaires. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. L'attirance pour le nazisme, l'attirance pour le stalinisme, la complaisance pour l'islamisme aujourd'hui, dans la grande masse quand même de l'intelligentsia. Donc on fait des choses, effectivement, des objets directs de lutte, pas militants. On essaye de ne pas être militant. Je pense qu'on essaye de prendre du surplomb pour faire toujours de la recherche et de la pensée. Oui, et puis la diversité de vos intervenants aussi. Quoi. Vous avez des philosophes comme Pascal Bruckner, ou Daniel Epstein, vous avez documentaristes, journalistes comme Michael Prazan ou même Michel Gerfinkel. Enfin, vous avez vraiment des gens et je pense qu'effectivement, comme vous disiez, c'est très important de lutter contre l'antisémitisme et de confronter la pensée juive en abordant des sujets qui concernent tout le monde. Et donc d'inviter aussi des gens qui ne sont pas juifs et qui ne sont pas au départ forcément militants contre l'antisémitisme. Par exemple, la question de l'avenir du père, pour reprendre le titre de Jean-Pierre Winter, l'un de nos membres importants, la question du féminin, la question de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire quelle place on donne à la communication, à l'interprétation, au sujet. Tout ça, c'est des questions qui concernent tout le monde et à travers ça, on peut évoquer effectivement la question de la relation entre les gens, de la relation du travail de culture, de qu'est-ce que c'est que la culture, du rapport au langage. Et on aborde forcément à un certain moment, d'une façon ou d'une autre, la question du totalitarisme, la question de l'antisémitisme. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui suscite un intérêt important. Alors, un intérêt important aussi en Israël, parce que c'est une façon de voir des choses
un peu moins manichéenne, de voir des choses plus dans le détail avec des intellectuels auxquels parfois on n'a pas accès ou les praticiens ici ne les connaissent pas forcément. C'est important de venir en Israël aussi. Alors, c'est important de venir en Israël d'abord pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire les rencontres entre des Israéliens et des Français, des Suisses, puisqu'il n'y a pas que des Français. Les francophones. Beaucoup de francophones. Alors, on va essayer, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure en aparté, on a créé l'Institut interdisciplinaire Shibboleth Présence de foi en Israël pour nous aider à nous organiser ici. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Voilà. Alors Shibboleth existant officiellement en France depuis 10 ans. Et donc on va pouvoir, avec un groupe qui est déjà qui a toujours participé à ce qu'on faisait quand on venait en Israël, mais qui va être là très actif, on va faire plus de colloques ici et un séminaire mensuel comme on le fait à Paris. Donc vous allez développer vos activités. On va développer et développer surtout les échanges entre la France et Israël. C'est effectivement très important. D'une part, parce que nous, ça nous fait du bien d'être en Israël. D'autre part, c'est important d'organiser des rencontres. Et puis, de faire venir les Israéliens en Europe pour qu'ils se rendent compte aussi. Les Israéliens ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe en Europe, bizarrement. Hein, et de comment on peut aborder en Europe, quand ils viennent en Europe, les questions cinématographiques, littéraires, etc. Ils sont pas comme ici, quoi. Ils doivent pas forcément être comme ici. En tout cas, c'est une vraie question. Hein. Alors oui, et puis il y a aussi des questions qui sont, on va dire, qui ont sûrement des réponses différentes, mais qui intéressent les deux sociétés, comme l'identité, la citoyenneté. Absolument. Je pense que c'est au cœur de nos sociétés aujourd'hui. Et donc je pense effectivement, et ça c'est une idée de Rebecca Boukris, la présidente de la Fondation Adélis, qui nous soutient beaucoup là pour le colloque qu'on va faire et pour les choses qu'on va faire ici. Effectivement, la question de l'identité et de la citoyenneté, qui est une question fondamentale en Occident en général. En Europe, et en Israël aussi, et qui est à la base des sentiments d'appartenance, des sentiments effectivement comment on se construit une identité, qui ne soit pas une identité figée, qui ne transforme pas en haine identitaire par exemple, et qui est au fondement un petit peu du colloque qu'on va faire prochainement, qui s'appelle la transmission en question. Alors justement, qui va se passer à Tel Aviv. Tout à fait. Alors le 5, 6 et 7 mai, c'est aussi une des raisons de votre présence. Vous organisez un colloque en hommage à Raphaël Drey et Michael Bar-Tzvi, qui va parler de ces thèmes, la transmission en question. Alors comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Qui vient de France et quels Israéliens seront présents? Alors écoutez, je ne peux pas citer tout le monde, il y a sur 3 jours, les 5, 6, 7 mai, au Beautiful Israel Center à Tel Aviv, dans le parc Ayarkon. Il va y avoir 60 intellectuels, universitaires, praticiens, auteurs de toutes les disciplines pour s'interroger sur la question de la transmission. Alors, la transmission, au fond, tout le monde l'a à la bouche, hein, que ce soit les politiques, les médias, les intellectuels, dans nos familles, on parle toujours de transmission. On s'aperçoit au fond que c'est souvent utilisé un peu comme un slogan conjuratoire, comme un fétiche, comme une relique, mais c'est souvent pour conserver quelque chose qu'on croit acquis, hein, qu'on peut dénier ou qu'on ne fait pas vivre, plutôt de réfléchir sur le processus de la transmission. Hein, processus d'une pensée indéfinie, processus d'une ouverture à l'inconnu, etc. Moi j'aime bien, il y a 2 phrases que j'aime bien pour introduire un peu le sujet. Il y a la phrase de Groucho Marx qui dit « Pourquoi je ferais quelque chose pour les générations suivantes qu'ont-elles fait pour moi ?» Et je trouve que quand on va arriver à Pessah, où la question de la transmission, évidemment, est fondamentale, et où on fait poser aux enfants des questions aux adultes qui, j'espère, ne répondent pas toujours la même chose avec des phrases toutes faites, mais qui réfléchissent sur l'actualité aussi de ce que vivent leurs enfants et de leurs échanges avec leurs enfants. Cette phrase dit bien, au fond, la réciprocité de la transmission, hein, entre les générations. Ce qui marque aussi les générations, parce qu'on est dans une époque, ça va être un des thèmes dont il va être question, la question de la parenté, de la parentalité. On est dans une période, dans une culture du narcissisme, où on a droit à tout, où au nom de l'égalitarisme et de l'universalisme, on dénie toutes les différences, on annule toutes les limites à la jouissance pulsionnelle, etc. Et donc on est dans une
vous connaissez, dans une sorte d'idéologie du neutre, dans les théories du genre, qui annule toutes ces différences et qui participe de cette culture comme ça du narcissisme. Donc on va interroger ça, et je pense que c'est important de marquer cette réciprocité qui n'est pas une symétrie, mais qui est une façon au fond que nos enfants puissent nous questionner, puissent interroger nos évidences, puissent nous dépasser. Vous savez, Freud... C'est comme si, quand vous parlez, on n'avait plus vraiment d'endroit où on pouvait oser vraiment de questionner, d'aller plus loin et de ne pas s'arrêter à on va dire, à la pensée commune qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qu'on trouve dans voilà. On paraît des réactionnaires. Hein. Tout à fait. Finkielkraut est traité de réactionnaire. Nos amis Pascal Bruckner, Philippe Val maintenant sont traités de réactionnaires, voire plus. Aussi. Et quand on interroge effectivement, comme vous dites, ces évidences aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais nous, on a les moyens de le faire. Vous avez les moyens de le faire. Mais vous avez bien raison. La diversité, la connaissance, le professionnalisme. Donc, c'est vrai que c'est une chance pour nous qui sommes en Israël de pouvoir assister, parce que tout le monde peut y assister. C'est ça qui, vraiment, j'insiste, parce que si ça vous intéresse, si vous nous écoutez, bon, alors c'est payant, mais on peut y aller, 750 shekels pour les 3 jours. Voilà. Et on peut choisir, on n'est pas obligé de prendre les 3 jours. Journée. Voilà. Dedans, je crois que c'est important parce que ça peut paraître beaucoup à certains. Mais bon, malheureusement, on a des frais, il y a des gens qui viennent, etc. La collation toute la journée est comprise. Il y a 2 films qui vont passer. Le film La passeuse des Aubrais de Michael Prazan, qui est un film magnifique et qui parle tellement bien, d'une part de la Shoah, d'autre part de la transmission aussi transmission transgénérationnelle des traumatismes. Et puis aussi, il y aura un débat après ce film, aussi de qu'est-ce que c'est de construire un père. Parce qu'un père, ça se construit. Hein, c'est pas comme une mère qui est biologique, qui est dans l'imaginaire, elle est là. Et un père, justement, ça sert à construire, ça sert à mettre en pièces. Et vous savez, une petite anecdote comme ça, qui répond à une autre phrase que j'aime beaucoup de Freud. Freud disait « Ce dont tu hérites de tes pères, acquiers-le pour mieux le posséder ». C'est-à-dire transforme-le. Michael Barthuis, qui sera là dans notre tête pendant ce colloque, et qu'on a perdu il y a 1 an maintenant, et qui travaillait spécialement la question de la transmission, à travers notamment la question du rapport du sionisme avec le judaïsme, etc. Pour lui, c'était une façon d'être, ça transcendait les idéologies. Il y a essentiellement l'importance de la capacité de lier la tradition avec le nouveau, avec la création. On a à permettre à nos enfants de travailler et de transformer ce qu'on leur transmet. Hein. La transmission, par définition, c'est quelque chose qui nous échappe, et c'est bien la condition. Hein. C'est la condition de la transmission, quelque chose qui nous échappe. Et Freud, j'en reviens à l'anecdote que je voulais dire. Il y a Théodore Reil, qui était un de ses disciples, que j'aime beaucoup, qui vient le voir et qui dit à Freud, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un père ? Et Freud répond, moi, ce que je peux vous dire, c'est la différence entre les pères juifs et les pères non juifs. Il dit, les pères non juifs, ils sont contents en général que leurs enfants arrivent à leur niveau, qui reprennent un petit peu, c'est déjà bien pour eux, qu'ils reprennent tout ce qu'ils leur ont légué, voire un peu plus. Vous savez, le prof qui succède à l'instituteur, etc. Et il dit, un père juif, c'est quelqu'un qui est totalement mis en pièces par ses enfants, et il en est ravi. Il en est ravi. Et je crois que c'est important, parce qu'on a une période où, justement, je parlais de la théorie du genre tout à l'heure, sous allure de libéralisme moral, on peut tout, c'est bien pour tout le monde, tout le monde est égaux. On est en fait dans une autoconservation extrêmement mortifère, qui annule encore une fois les différences, qui annule la singularité, et qui fait qu'on est dans une autoconservation. On reproduit du même. On est aussi aux prises avec les grandes, et on va en parler tout ça à ce colloque, avec les grandes idéologies du moment, évidemment l'islamisme particulièrement. Mais comme tous les je finis juste, et comme tous les totalitarismes, surtout, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, et il n'y a pas d'autre. On annule l'antériorité,
un autre grand on est dans le présent, dans l'instant. On est dans l'instant et dans l'éternité. On est dans le fantasme d'auto-engendrement et dans le fantasme de l'éternité. Et on reproduit du même. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas une pensée différente, etc., etc. Donc on est dans cette période-là où la destruction, où cette autoconservation va forcément à un moment déboucher sur la destruction plutôt que sur l'investissement de la transmission, sur la transmission et sur la transformation possible, la création. Quand on est dans cette autoconservation, on est forcément dans l'envie de l'autre qui nous renvoie en miroir effectivement cette immobilité. Alors vous pensez justement que sur ce thème, alors j'imagine qu'il y aura des choses différentes entre la France et Israël. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la même direction ? Je crois qu'il y a pas mal d'intellectuels ici qui ont du mal à penser ça. Souvent avec des pensées généreuses, avec des pensées ouvertes, etc., mais qui ont du mal à penser cette question du totalitarisme auquel on a affaire, et auquel on a affaire à l'extérieur, évidemment, mais auquel on peut avoir affaire à l'intérieur. Je veux dire, on n'est pas indemne. On n'est pas indemne de cette tentation de l'autoconservation, on n'est pas indemne de cette tentation de l'immobilité, de penser que notre pensée est finie, achevée. Il y a aussi des idéologies en Israël qui sont totalisantes, en tout cas globalisantes, totalisantes, qui ont une conception du monde totalement figée aussi. Je crois qu'il faut l'interroger, on est là pour ça, pour discuter de ça, pour réfléchir là-dessus. Donc oui, il y a des points, il y a des questions communes. Il y a des questions communes, alors, en tout cas. Vous avez parlé de transmission d'identité, etc. Ça, c'est pour le premier colloque qui aura lieu en mai. On répète, 5, 6 et 7 mai à Tel Aviv. On peut s'inscrire. Comment on fait pour s'inscrire ? Alors, le plus simple à la radio, c'est de dire allez sur le site Chibolette, c'est www.chibolette.fr. D'accord. Vous avez le programme, vous avez les modalités d'inscription. On peut aussi s'inscrire sur place, mais il risque de plus avoir beaucoup de place parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Donc on peut y aller le jour même pour les Israéliens un peu. On peut y aller le jour même, mais c'est mieux de s'inscrire avant. Quitte à régler sur place si ça arrange les gens. Mais sur le site, les gens peuvent régler soit en euros sur un compte par PayPal, par la carte, soit par virement à un compte qu'on a aussi en Israël, soit en espèces ou en chèque sur place. Voilà, mais il est conseillé de... Alors, on espère que... vous attendez combien de personnes à peu Écoutez, près, les derniers colloques à Jérusalem, si c'était Jérusalem, on a eu à peu près 300 personnes. Écoutez, 300 personnes, c'est bien. La salle contient à peu près 200-250 personnes. Sur les 3 jours, il y a des gens qui viennent pas à tout, oui, etc. Il y a un roulement. C'est vivant et chaleureux. C'est vivant et chaleureux. Alors j'en profite pour annoncer, puisque vous avez décidé de faire tous les ans un colloque, une fois en France, une fois en Israël, une année sur 2 on va dire, puis plus un séminaire. Alors il y aura un deuxième colloque, ce sera Figure du mal, ça c'est pour le mois d'octobre, ce sera à Tel Aviv. 29, 30, 31 octobre, également à Tel Aviv, dans le même lieu. Ok, là ce sera des questions, terrorisme, islamisme, la destructivité, vous allez parler de plein de choses. Aussi, puis la responsabilité dans toutes les religions, par exemple, comment on considère le mal, comment est le bien. N'oublions pas qu'on tue souvent au nom du bien. Exact. Voilà, comment différencier le mal du sadisme, de l'emprise, de la cruauté, puisqu'on a déjà fait un livre sur les figures de la cruauté. Comment ça se joue dans les diverses religions, dans les idéologies, en psychanalyse aussi, puisqu'il faut savoir que dans le milieu de la psychanalyse, le mal était un mot tabou, comme si ça faisait référence trop à la morale, à la religion, alors que je crois qu'après la Shoah, après Auschwitz, après le procès de Jérusalem d'Eichmann, on ne peut plus éviter de parler du mal, et notamment y compris à travers des philosophies qu'on peut discuter, comme celle d'Hannah Arendt sur la banalité du mal, souvent mal compris d'ailleurs. On peut rajouter Daesh aujourd'hui avec leurs exécutions sommaires. Absolument. Donc on est en plein dans l'actualité. Voilà. Et on parle toujours de tout, c'est-à-dire on parle de l'enfant par exemple, comment se construit un enfant, quels sont les avatars de son développement, parce que l'enfant peut être aussi cruel, peut être aussi faire du mal, jouir de ça. Enfin, voilà. Pour nous, c'est très important de partir encore une fois, de toutes les disciplines. Comment se construit un enfant, un adolescent, un adulte, un peuple, comment un peuple devient une masse, par exemple, une meute, une horde. Comment
comment on devient un sujet, comment un peuple devient un sujet politique ou non, hein, et qu'est-ce qui empêche ça. Voilà, je crois que c'est très important pour nous de reprendre un petit peu toutes ces notions, encore une fois, de façon large, pour nous réinterroger, nous, qui sommes souvent, encore une fois, enfermés dans nos chapelles. Voilà, c'est important de reprendre les choses. Alors, je voudrais juste dire, je ne sais pas si on a encore le temps, un mot quand même sur Michael Barthuis et Raphaël Drey. Oui, vous nos pouvez, deux bien sûr. amis. Il se trouve que quand on a fait Si c'était Jérusalem, Ils étaient présents. que j'ai organisé avec Michael Barthuis, on l'a fait en hommage à Raphaël Drey, qui était décédé 1 an et demi plus tôt. Et là, on fait ce colloque en hommage à Michael Barthuis qui nous a quittés en juillet dernier. Je crois que c'était 2 penseurs juifs, franco-israéliens, absolument exemplaires dans leur rigueur, dans leur honnêteté, dans leur éthique de vérité, dans leur exigence d'élévation, dans le souci de transmettre et de dialoguer avec tout le monde. Ce sont 2 exemples et voilà, on est très fiers qu'ils aient contribué de façon éminente à Chibolette, qu'ils aient été nos amis, et ce sont 2 voies qu'il faut suivre. Alors, en particulier, je finis. Allez-y. En particulier, à propos de la transmission, ils avaient des conceptions du sionisme qui étaient vraiment des conceptions d'une éthique et d'une politique de la transmission dont on va parler, qui transcendait encore une fois les idéologies de gauche, de droite ou autre chose. C'était vraiment une façon d'être au monde, une façon de penser, et je pense qu'il faut essayer de repenser cette façon d'être sioniste. Alors, je voulais juste préciser que vos colloques, bien sûr, ont pu être imprimés. Voilà, il y a des livres de référence sur chacun de vos colloques. Absolument. Et c'est très important parce que pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, qui ne pourront pas être là, j'espère que ce colloque-là aussi, la transmission en question, fera l'objet d'un livre. Ça fait partie du projet de Chibolette, c'est-à-dire de faire un séminaire mensuel sur un sujet, de faire un colloque. Ce sont pour moi des laboratoires d'idées, c'est-à-dire où les gens viennent avec leurs idées, l'état de leur recherche, l'état de leur réflexion, où il y a un débat, que les choses soient à la fois rigoureuses mais en même temps spontanées, qu'il y ait une vraie discussion. Et puis après, la publication est un deuxième temps de ce projet où il y a une réélaboration de chacun après les débats, après leur exposé, et puis donc ils réélaborent un peu leur texte, leur présentation, et puis il y a des gens qui n'ont pas pu venir, parce que là, comme je vous ai dit, il y a 60 intervenants, je peux vous dire qu'il y en a 60 autres qui auraient voulu venir. Malheureusement, on ne peut pas les prendre et on peut enrichir le livre. Et donc, ce sont je crois, des publications qui font vraiment référence un peu partout, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour ce colloque du 5, 6, 7 mai à Tel Aviv. On trouve tous les renseignements sur le site chibolette.fr. On vous remercie beaucoup vraiment d'être venu. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. On espère qu'il y aura plein de monde. Écoutez, je vous invite. Voilà, on viendra avec plaisir. Et le but de Chibolette, c'est encore une fois de réunir, de rassembler un maximum de personnes qui ont envie de réfléchir et de débattre, avec une diversité. Je crois que c'est important en ce moment, quoi. Et ben voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc merci Michel Gad-Volkovitch. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.